simplement deux mots donc, pour dire que nous sommes heureux de recevoir ce soir Geneviève Azam. Quand je dis que nous sommes heureux de la recevoir, ce n'est pas d'ailleurs une simple formule, hein, car on la connaît déjà. En plus, nous sommes voisins puisqu'elle enseigne à Toulouse. Elle est maître de conférence, c'est-à-dire enseignante-chercheuse à Toulouse. Et en plus, elle est depuis de longues années au Conseil scientifique d'Attaque, où elle anime, je crois, le groupe Écologie et Société. C'est bien ça. Donc, ce dont elle va nous parler ce soir relève véritablement de son domaine de prédilection. Et nous sommes tout ouïs. C'est donc à toi, Geneviève. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation. Alors, le titre de la conférence, en fait, a été donné par le titre d'un livre que nous avons édité à Attaque qui s'appelle « La nature n'a pas de prix, les méprises de l'économie verte ». C'est un livre que nous avons écrit à trois, moi-même, Maxime Combes et Christophe Bonneuil, qui sont tous les deux chercheurs par ailleurs. Ce livre, en fait, on l'a écrit parce que, au sein de cette commission écologie et société d'Attaque, nous travaillons depuis longtemps sur la question du lien nécessaire aujourd'hui entre ce qui relève de la crise sociale, de la crise économique, financière et de la crise écologique. Et à partir de l'idée que pendant très longtemps, nous avons séparé ces domaines et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus, nous ne devons plus les séparer. Et cette commission travaille sur ces liens entre écologie et société. Et à ce titre, nous suivons depuis plusieurs années maintenant, enfin c'est moi pour Attaque en tout cas, nous suivons les négociations climatiques dans le cadre des Nations Unies. Attaque a une place au titre des organisations non gouvernementales, négociations climatiques qui se tiennent actuellement à Doha, comme vous avez pu l'entendre sur les radios ou télé. Et pour la première fois depuis 6 ans, nous n'y sommes pas allés, je n'y suis pas allée, parce que nous avons voulu manifester que tenir une négociation internationale sur le climat au Qatar, à Doha, qui est le pays qui a le plus d'émissions de gaz à effet de serre par habitant, qui ne brille pas par la démocratie, dans lequel les manifestations sont interdites, nous avons décidé de ne pas y aller et de fait de boycotter un petit peu ces négociations internationales. Et nous ne sommes pas les seuls, si bien qu'il y a très peu d'associations ONG aujourd'hui à Doha. Et puis, nous avons été sollicités aussi pour participer au sommet de la Terre à Rio de Janeiro, Rio plus 20, qui venait après Rio 1992. Et nous y avons participé. Il y avait une délégation d'Attaque assez importante. Et moi, j'étais au titre d'Attaque, j'étais dans la délégation française, c'est-à-dire qu'on a toujours, à Attaque, eu une stratégie qu'on appelle dedans-dehors, c'est-à-dire on a des personnes qui sont à l'intérieur des négociations pour tenter de faire ce qu'on peut, de peser, c'est pas facile, et dehors, c'est-à-dire nous étions aussi co-animateurs d'un forum des peuples qui se tenait en parallèle du sommet de Rio plus 20 et qui regroupait tous les mouvements sociaux latino-américains mais aussi internationaux qui justement aujourd'hui proposent des alternatives par rapport à cette crise structurelle que nous vivons, aussi bien sur le plan écologique que sur le plan social. Bon, voilà, c'est dans ce contexte-là qu'a été écrit le livre. Il est paru avant le sommet de Rio. Et pourquoi ce titre et pourquoi ce thème? C'est que en préparant ce sommet de Rio 2012, nous avons plongé dans les textes des Nations Unies et nous avons vu que ce sommet de la Terre de Rio, sous l'égide des Nations Unies, était placé sous l'emblème de l'économie verte. On ne parle même plus de développement durable, bien que déjà cette expression pose de sacrés problèmes, parce que la durabilité, bien souvent, est contradictoire avec des projets de développement, justement, tels qu'ils ont été formulés. Mais là, on n'en parlait même plus, c'était l'économie verte. Et donc, on a plongé dans tous ces textes, et notamment les textes de l'ONU, les textes de la Commission européenne, les textes de l'OCDE, qui, tous, depuis 1 an, publient d'énormes rapports sur l'économie verte comme nouvelle frontière pour le capitalisme, comme nouvelle possibilité de croissance, et comme nouvelle possibilité de faire diminuer la pauvreté. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon intervention de ce soir « La nature n'a pas de prix », c'est le livre, et l'économie verte est-elle un Eldorado de croissance et de lutte contre la pauvreté,
comme nous le disent aujourd'hui les institutions internationales. Je dois vous dire que ça a été un travail énorme parce que ce sont des rapports. Le rapport de l'ONU, il fait 600 pages pour décrire ce que pourrait être cette économie verte qui va sortir donc le système des crises dans lesquelles il se trouve. Donc voilà le contexte. Le contexte aussi, c'est l'échec de toutes les négociations internationales sur le climat, l'impasse vraiment des négociations internationales, l'incapacité à avoir un accord international véritable par rapport au changement climatique, qui est un événement extrêmement grave et important. C'est la même chose à peu près sur la biodiversité. Donc, le contexte de Rio 2012, c'était l'échec de toutes les grandes conférences internationales liées à tous ces sujets. Mais le contexte aussi de Rio plus 20, bien sûr, c'était, par rapport à Rio 1992, c'était la crise structurelle dans laquelle nous sommes, crise financière, sociale, économique, crise énergétique, crise écologique, et j'ajoute crise de la démocratie. Crise géostratégique aussi, avec un basculement géostratégique du fait des pays émergents. Je pense à la Chine, je pense au Brésil, qui était le pays d'accueil, l'Inde, etc., etc. Donc, c'était le contexte de ce qu'on appelle la convergence des crises ou cette crise structurelle. Alors, je voudrais dire un mot, avant d'attaquer vraiment le sujet, sur cette idée de crise. En effet, et ce sera la première partie en fait de ma conférence, je vais revenir sur cette idée de crise. Cette crise, ce que nous appelons crise aujourd'hui, crise du capitalisme, crise du modèle, crise du néolibéralisme, c'est une crise qui dure depuis 40 ans. Elle a débuté en fait dans les années 1970. Et donc, on peut tout à fait légitimement se demander ce qu'est une crise qui dure depuis 40 ans, et on peut se demander si le terme de crise est suffisant. Le terme de crise, il est très ambigu, parce qu'il laisse penser qu'auparavant, les choses n'allaient pas trop mal, et puis que les choses, tout à coup, se sont dégradées, et qu'on allait retrouver des moyens de retrouver une situation normale qui serait un petit peu la situation d'avant. Eh bien, je voudrais montrer que nous ne retrouverons pas la situation d'avant. Nous ne retrouverons pas la situation d'entre 1945 et 1970, ce qu'on appelait en Europe les 30 Glorieuses. Ça, nous ne le retrouverons pas. Et donc, c'est plus qu'une crise, c'est vraiment un basculement. C'est un effondrement d'un modèle que nous vivons aujourd'hui, qui se traduit justement par tous ces problèmes sociaux, écologiques, financiers, etc. Un basculement, une véritable catastrophe. Alors cela ne veut pas dire, bien sûr, que c'est la fin du capitalisme. Ça ne veut pas dire que c'est la fin même de ce modèle, parce que face à ce basculement, il y a plusieurs issues possibles. Il y a des issues autoritaires, technocratiques autoritaires, je dirais, voire fascistes, voire en tout cas des issues barbares à cette crise. Nous le pouvons le voir nous-mêmes en Europe. Nous avons quand même des signes inquiétants dans plusieurs pays de montée de forces qui ne sont pas des forces démocratiques. Et on peut avoir une issue démocratique à cette crise. Et il faut en voir les conditions pour que vraiment nous puissions peser pour qu'il y ait une issue démocratique, une issue juste et solidaire vis-à-vis de cette crise, au lieu de guerre et d'accroissement des inégalités et de destruction toujours plus grande du seul habitat que nous avons, dont nous disposons, qui est la Terre. Voilà à peu près ce que je vais tenter de développer. Alors je vais parler d'abord, revenir sur la crise quand même, parce que je crois que c'est ce qu'on appelle la crise, qu'il faut vraiment comprendre l'origine de ce qu'on vit aujourd'hui, et après je traiterai de l'économie verte. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est un espoir, un nouvel Eldorado, comme on nous le dit? Alors, un petit retour sur la crise. Je disais que la crise que nous vivons aujourd'hui, elle a débuté dans les années 1970. À cela, il y a eu plusieurs indices à ce moment-là. Notamment, je vais un peu vite, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la crise, bien sûr, je vous rassure. Il y avait plusieurs indices d'un essoufflement du modèle dès les années 1970. On avait une tendance à la réduction du taux de profit, qui a été attestée par la suite, un essoufflement des gains de productivité qui avait été très fort pendant les 30 Glorieuses,
une contestation sociale aussi qui était assez importante, et notamment sur des critères de qualité, pas simplement sur des critères de gagner plus, de pouvoir d'achat, mais sur des critères véritablement de qualité. Et donc, dans ces années 70, c'est ce qu'on appelle l'essoufflement des 30 glorieuses. Pendant ces 30 glorieuses, nous avons eu une croissance économique, je parle de l'Europe essentiellement là, de l'ordre de 5 à 6% par an. En France aussi, dans les années 1960. C'est-à-dire une croissance économique dont aujourd'hui, nous ne pouvons même pas rêver ou cauchemarder, je ne sais pas, puisque quand nous avons 2% de croissance, c'est quasiment un exploit. Et ceci depuis 40 ans. La croissance depuis 40 ans n'a jamais atteint les niveaux qu'elle avait dans les 30 glorieuses. Et dans ces 30 glorieuses, ça a été une croissance vraiment régulière. Ce n'était pas une croissance sporadique qui a duré à peu près une vingtaine d'années et qui a engendré dans nos sociétés industrielles, capitalistes industrielles, une augmentation indéniable du niveau de vie. Bien sûr qu'il y avait toujours des inégalités importantes, mais malgré tout, il y a eu une augmentation du niveau de vie pour tous et l'accès à ce qu'on a appelé une consommation de masse, l'accès à des biens de consommation de masse. Et plus que ça, sans doute plus important dans les représentations, ça a été toutes ces conquêtes de nouveaux droits, des droits sociaux qui ont été véritablement conquis pendant ces 30 glorieuses. Tous les droits collectifs, tous les droits sociaux qui ont été l'État-providence, etc., qui ont été conquis pendant ces 30 glorieuses. Et donc, nous avons associé la croissance forte et les droits sociaux. Nous avons associé la croissance forte et une amélioration indéniable de la situation matérielle. Et on disait à ce moment-là que cette croissance des 30 glorieuses, c'était un jeu gagnant-gagnant, que tout le monde y gagnait. Les profits augmentaient, les entreprises étaient satisfaites, les salaires également, le pouvoir d'achat a été multiplié par 3 entre 1950 et 1970, le pouvoir d'achat moyen, pas les salaires, le pouvoir d'achat, c'est énorme. Et l'État y gagnait aussi, puisque les revenus augmentant, les recettes de l'État par le biais de l'impôt sur le revenu, l'impôt n'était pas tabou à ce moment-là, donc l'impôt sur le revenu permettait d'alimenter les caisses de l'État, et donc c'était un régime qu'on pensait éternel, qu'on disait gagnant-gagnant, parce que tout le monde y gagne. C'était ce qu'on appelait le cercle vertueux de la croissance, dans lequel tout le monde gagne. Et puis ça a commencé à s'enrayer dans les années 70. Il y a eu 2 événements extrêmement importants. Enfin, on en mesure l'importance aujourd'hui. Premier événement, c'est la crise qu'il y a aux États-Unis d'Amérique et qui fait que Nixon annonce le 15 août 1971 que le dollar n'est plus convertible en or. Et c'est le début d'un processus de changement très profond qui va nous conduire à la financiarisation du système. Le dollar, je ne peux pas le développer, on verra dans le débat si vous voulez, le dollar n'est plus convertible en or, on abandonne le système de Bretton Woods d'après la Seconde Guerre mondiale et on passe à un système de taux de change qui sont fixés par le marché et non plus par les États. Donc là, on est dans un système de flexibilité des taux de change et on commence la longue marche vers la flexibilité de tout, des prix, du salaire, etc. et le refus de toute réglementation. Premier événement très important. Deuxième événement très important, 1973, premier choc pétrolier. Ce que nous avons appelé un choc pétrolier. Une augmentation brutale du prix du baril, extrêmement fort, augmentation extrêmement forte. Je voudrais dire quand même que le prix du baril, après l'augmentation de 1973, ne faisait que retrouver en pouvoir d'achat le prix du baril en 1920. Tellement, pendant les 30 glorieuses, le prix de l'énergie avait considérablement baissé. Nous n'avons pas vu du tout que nous avons eu ces 30 glorieuses, cette hausse du pouvoir d'achat, ces nouveaux droits, etc., ont été de fait possibles parce que nous avons bénéficié d'une énergie à très, très bon marché. Nous n'avons pas vu qu'il y avait des perdants dans les 30 glorieuses, que ces perdants, c'était les pays du Sud, chez qui nous avons trouvé
de manière abondante et très bon marché les ressources que nous sommes allés chercher. Ça, nous ne l'avons pas vu, qu'il y avait ce perdant-là, les pays du Sud, qui vont se réveiller. Et deuxième perdant que nous n'avons pas vu, c'est ce qu'on peut dire la terre, la nature, comme on veut. En effet, depuis 1945, on était passé à un régime productiviste, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau de l'agriculture, dont nous payons très largement la note aujourd'hui. Ça, c'était déjà visible dans les années 70. Et les Nations Unies, et c'est ce qu'on raconte un peu dans le livre, ont organisé un premier sommet de la Terre, en 1972, à Stockholm. Ce sommet de la Terre à Stockholm, équivalent donc de Rio 2012, son titre c'était « Nous n'avons qu'une seule Terre ». C'était très important parce qu'il y avait à l'époque, il faut se replacer à l'époque, des rêves un peu fous de science-fiction qui consistaient à penser que le jour où on n'aurait plus assez de ressources sur la Terre, on embarquerait pour ailleurs. On avait mis les pieds sur la Lune, et donc il y avait des tas de projections de ce type, qu'on allait trouver des ressources ailleurs. Bien. Et donc là, nous n'avons qu'une seule Terre. Premier sommet de la Terre, dans lequel ont été débattues toutes ces questions-là. Et 1972 aussi, bon ça, beaucoup l'ont oublié, il y a eu un premier rapport d'un organisme américain, le MIT, le MIT, qui s'appelle le rapport Meadows, qui a fait sensation à l'époque, qui s'appelait « Halte à la croissance », ou bien « Les limites de la croissance » plutôt. C'est un rapport de scientifiques qui montrait que nous allions vers l'épuisement des matières premières non renouvelables et qui préconisait de freiner la croissance. En 1972, dire ça, c'était impensable, si vous voulez, parce que nous étions encore sur le régime de croissance des 30 Glorieuses, 5%, 6% par an. C'était ce régime-là. Il a quand même été entendu, et justement, je suis allé le rechercher pour vous. Il y avait un vice-président de la Commission européenne de l'époque qui s'appelait Siko Mansholt, qui avait lu ce rapport Meadows en 1972 et qui avait fait une déclaration très entendue et très écoutée disant « Il faut freiner la croissance. Il faut que nous commencions à freiner la croissance parce que nous n'aurons pas les ressources naturelles suffisantes pour pouvoir alimenter la machine économique. La machine économique, elle ne tourne pas avec rien. La croissance, il faut l'alimenter par du travail, bien sûr, les travailleurs, mais il faut aussi des matières. Le capitalisme peut rêver d'être totalement dématérialisé, il le rêve. Le capitalisme financier, c'est ça dont il a rêvé. Il a rêvé de pouvoir créer de la richesse à partir de rien. C'était ça le rêve ou le cauchemar du capitalisme financier. Et on nous a dit qu'on a opposé l'économie réelle et l'économie financière. L'économie financière était capable de créer de la richesse par elle-même, totalement dématérialisée. Ben non. On ne peut pas créer de la richesse sans la matérialité, sans des ressources naturelles et sans du travail, bien entendu. Et ça, c'était une utopie terrible de croire qu'on pouvait totalement se dématérialiser par la finance, justement. Et donc, Siko Mansholt, donc ça a fait beaucoup de bruit, disant « halte à la croissance ». Il y a eu, à la salle de la Mutualité à Paris, en 1972, une grande réunion, ça nous paraît, aujourd'hui, ça paraît très incroyable, avec Siko Mansholt, donc vice-président de la Commission européenne, quand même, c'était pas rien du tout, autour du thème « Les limites de la croissance ». Il y avait à l'époque Edmond Maire, CFDT, c'était une autre CFDT, pardon. C'était d'ailleurs cette CFDT-là qui avait écrit un magnifique ouvrage, 1976, qui s'appelait « Les dégâts du progrès », qui montrait la détérioration des conditions de travail du fait de la recherche permanente des gains de productivité. C'était les dégâts du progrès technique, les dégâts de la course à la productivité et à la compétitivité. À l'époque, la position de la CFDT était différente. On le trouve encore, ce livre. Les dégâts du progrès, c'est un livre remarquable, vraiment, qui a été fait sur la condition des travailleurs, sur l'intensification, sur le productivisme dans les entreprises, comment finalement on a échangé l'accès à des biens de consommation contre
la perte du pouvoir sur le travail, la division du travail, la parcellisation des tâches, l'augmentation extraordinaire de la productivité, mais la perte du métier, la perte du pouvoir du travailleur sur son propre travail. Et donc, bon, tout ceci est extrêmement discuté. Donc, la salle de la mutualité, absolument comble. Hein, il y avait, bon, je ne sais plus, je les ai notés. Non, je ne les ai pas notés. Bon, il y avait plusieurs Marcuse qui étaient là, Edgar Morin déjà, bien sûr. Je ne sais plus qui y avait dans cette salle de la mutualité autour de la croissance. Bien. Et également, je rappelle quand même un début de la conscience écologiste qui émerge aux États-Unis surtout, en 1973, grâce à des mouvements très importants de paysans et mouvements sociaux, on finit par interdire le DDT aux États-Unis, après une mobilisation très importante. C'est raconté dans plusieurs livres, etc. En France aussi, on voit émerger une conscience. C'est la fameuse candidature de René Dumont en 1974, qui n'a pas été un succès électoral éblouissant, mais qui est resté dans les consciences, je crois, notamment René Dumont, buvant son verre d'eau à la télévision. Je pense que ça a marqué beaucoup de conscience à ce moment-là. En tout cas, il y avait tout un débat. Mais ensuite, la crise économique, la crise sociale, la montée du chômage a fait que on s'est dit la priorité, c'est la question sociale. Et on a très largement oublié toutes ces préoccupations d'ordre écologique, voire même est arrivée à ce moment-là, très très entretenue par les milieux patronaux, l'idée de l'industrie, l'idée que l'écologie c'est un truc de riches. Et c'est un truc d'abord de pays riches et de riches dans les pays riches. Que pour beaucoup, vraiment, c'est c'est un peu une préoccupation de luxe, c'est le fait de vouloir de jolis paysages, de jolis et que finalement, ça ne répond pas aux questions de la misère sociale. Ça a été très très développé dans ce début des années 80. On a opposé justement très souvent l'écologie et la société, les questions écologiques et les questions sociales. Et ça, pour notre plus grand malheur, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, qui souffre le plus de la dégradation des écosystèmes, ce ne sont pas les riches qui souffrent de la dégradation des écosystèmes. Ils ont les moyens de s'échapper des zones polluées, ils ont les moyens de s'aérer, ils ont les moyens de manger correctement. Toute la dégradation, ils habitent dans des endroits très peu pollués, pas à côté des grandes entreprises qui balancent la pollution, ça va très bien. Il y a le livre d'Hervé Kempf, je pense, qui a fait vraiment beaucoup de bien, comment les riches détruisent la planète, parce que pendant longtemps, on s'est dit que c'était les pauvres qui détruisaient la planète. Parce que les riches, eux, ils avaient les moyens d'être écolos, et que les pauvres, eux, c'était eux qui étaient très nombreux en plus, et qui salissent, c'est un peu sale la pauvreté toujours, et qui finalement salissent la planète. Et donc c'est ça qui a été vraiment mis en avant dans ce début des années 80. Donc l'oubli de toutes ces questions qui étaient très présentes, et du fait du rapport de force dans la société, on a vu arriver au pouvoir, ça a commencé en Angleterre, aux États-Unis, des coalitions néolibérales. Et finalement, la solution à la crise de ces années 1970, début des années 80, ce sont des coalitions néolibérales qui ont entendu avoir les réponses à cette crise. Bon, je ne vais pas faire beaucoup sur le néolibéralisme, je pense que tout le monde connaît, avec tout le programme néolibéral de dérégulation et de mise en marché, pour ça je vais y revenir sur la terre, sur la nature, de mise en marché de l'ensemble de la société, des services sociaux, des services publics. Mais on va voir aussi, pas seulement, des services sociaux, des services publics, mais aussi de la terre. C'est-à-dire que désormais, bien entendu, le consensus se fait sur la croissance. Il faut essayer de retrouver la croissance perdue. On a oublié les limites de la croissance, etc. Et pour retrouver la croissance perdue, la solution néolibérale, ça a été le libre-échange, ça a été l'Organisation mondiale du commerce, ça a été la concurrence à tous les étages, la mise en concurrence dans les sociétés, entre les sociétés, ceci devant permettre l'innovation et à nouveau de retrouver les chemins de la croissance perdue. On connaît le résultat de ce type de politique, avec un accroissement sans précédent sans doute des inégalités dans le monde
Et en même temps, cette globalisation économique et financière a fait que ont émergé de nouvelles sociétés, de nouvelles économies. On a les puissances émergentes, qui sont la Chine, qui sont l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, bon, la Russie, bien sûr, maintenant aussi, toutes ces zones-là, qui, aujourd'hui, ont adopté le même modèle productiviste que le nôtre. Il n'y a pas d'alternative, pour l'instant en tout cas, à ce modèle-là. En Amérique latine, ils cherchent un peu, mais ils ont emprunté le même modèle productiviste. Et donc, il y a un accroissement, mais sans précédent et quasiment inimaginable, de la pression sur les ressources matérielles. La demande, imaginons la demande de la Chine, la demande de l'Inde, c'est absolument énorme, aussi bien pour tout ce qui est de l'ordre des ressources naturelles que des ressources liées à l'alimentation. Nous prenons conscience aujourd'hui que nous manquons de terre pour nourrir la population, que nous risquons de manquer de terre, puisque les terres ont été très largement artificialisées, on dit bétonnées, artificialisées. La Chine se retrouve face à cette situation-là de manière terrible. Voilà pourquoi ce sont des États qui achètent, des États, pas seulement des firmes transnationales, qui achètent des terres en Afrique, que des États africains leur vendent, en expulsant les personnes qui sont sur ces terres. Ce sont des millions et des millions d'hectares aujourd'hui qui sont accaparés en Afrique. Alors à Madagascar, ils n'y sont pas arrivés, mais notamment dans le continent africain. Parce que on sait aujourd'hui que la pression est telle, du fait d'une augmentation sans précédent de la demande, qu'une planète ne peut plus suffire. On le sait, du fait de la pression, de l'empreinte écologique, une planète ne peut plus suffire pour alimenter en ressources toutes ces activités économiques qui se développent partout sur la planète. Aujourd'hui, on sait que si on voulait que l'ensemble des habitants de la Terre aient le niveau de vie, non pas américain, mais européen, moyen, il faudrait à peu près les ressources de 5 planètes équivalente à la Terre. Si on prend le revenu moyen d'un États-Unien, un habitant des États-Unis qui est beaucoup plus élevé encore et beaucoup plus gaspilleur, il faudrait entre 7 et 9 planètes. Inutile de dire que l'universalisation de notre modèle à l'échelle de la population, selon les prévisions, à peu près 9 milliards en 2050, même si peut-être nous serons moins à cause des crises, justement. Donc, c'est totalement de l'ordre de l'impensable. Et quand on nous dit, justement, qu'on va universaliser notre modèle de vie, parce que, très justement, si nous avons ce modèle de vie, pourquoi d'autres ne l'auraient pas? C'est tout à fait juste. Il n'y a aucune raison que les 9 milliards d'habitants de la planète, ou les 7 d'aujourd'hui, n'aient pas le même mode de vie que nous. Il n'y a aucune raison en termes de justice, sauf qu'ils ne l'auront pas. En revanche, et j'y reviendrai en conclusion, ce qui peut être universalisé, encore, ça pourra toujours l'être, ce sont des droits sociaux, des droits écologiques, des droits d'accès aux ressources, des droits d'accès à l'eau, des droits d'accès à l'énergie, ça peut être universalisé. En revanche, notre modèle de consommation, même européen, il ne peut pas physiquement être universalisé. Le rapport Meadows, donc, qui avait été produit en 1972, qui a été traduit en français, ça s'appelait « Halte à la croissance ». Ce n'était pas une bonne traduction. Ils viennent de le réactualiser 40 ans après. Donc le livre est sorti, ça s'appelle « Les limites de la croissance ». Bon, ça vaut le coup, pour ceux que ça intéresse, de le lire, parce que nous avons perdu 40 ans par rapport à ce qu'il préconisait en 1972, et donc les problèmes se sont considérablement accrus et nous sommes devant des urgences. Et je voudrais reprendre un argument très fort du rapport Meadows. Quand nous parlons de la croissance, quand nous parlons de la croissance des pollutions, quand nous parlons de la croissance des émissions de gaz à effet de serre, nous avons tous tendance à comprendre cette croissance de manière, on dit, linéaire, c'est-à-dire une croissance qui augmente un petit peu tous les ans et qui augmente d'un même taux tous les ans.
En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus du tout dans ce type de croissance. On est dans une croissance qui est dite exponentielle. Je vous donne un exemple concret. Vous verrez, ce n'est pas compliqué. C'est l'exemple du nénuphar qui est assez connu. Si on prend un très grand étang, on a au milieu un nénuphar. Ce nénuphar, il double de taille tous les jours. Tous les jours, il double de taille. Mais il est très petit, l'étang est grand, donc ça ne pose absolument aucun problème. Jusqu'au jour où on se rend compte que le nénuphar occupe la moitié de l'étang. Alors on pourrait se dire, ben, mais ça va, il reste encore une moitié de l'étang. Non, parce que le nénuphar, il n'est pas sur une croissance linéaire, il est sur une croissance exponentielle, et en un jour, il aura doublé, et tout l'étang sera recouvert. Nous sommes aujourd'hui devant des croissances exponentielles. Croissance de l'extraction des ressources, croissance des pollutions, des émissions, tout ce qu'on veut. Nous sommes dans des croissances exponentielles. Ce qui réduit considérablement le temps pour agir. Et ce qui nous oblige véritablement à des urgences. Urgences écologiques, urgences sociales, les inégalités aussi, elles ont tendance à augmenter de manière exponentielle. Donc voilà à peu près le tableau, si vous voulez, concernant la crise. Je le conseille, le livre « Les limites de la croissance », parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a énormément d'interrogations sur la croissance aujourd'hui, énormément, et en particulier, et ce n'est pas un hasard, aux États-Unis. Vous avez des économistes aujourd'hui aux États-Unis. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle Gordon, qui vient de sortir un livre qui s'intitule « La croissance américaine est terminée ». Il est aussi connu aux États-Unis que Stiglitz. Il est à peu près du même niveau, très connu, enseignant à l'université, etc. Et pour vous dire, il a été traduit, enfin, il y a eu un article même à propos du livre de Gordon dans un journal qui n'est pas un journal antilibéral, c'est le moins qu'on puisse se dire, dans le Financial Times, qui est vraiment la voix de son maître. Et ça a été reproduit dans le Monde de l'économie un mardi. Là aussi, ce n'est pas, c'est pas une, comment dire, c'est pas un journal très ouvert aux idées que je crois nous portons ensemble. Donc, il y a des vraies interrogations du fait des limites physiques avec lesquelles on ne peut pas négocier. Je ne peux pas recréer du pétrole. Je peux essayer d'extraire du gaz de schiste. Mais je ne peux pas refabriquer du pétrole. Ça a mis des millions et des millions d'années pour se fabriquer. Je ne peux pas le fabriquer, le pétrole. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas non plus diminuer la durée de vie du gaz carbonique dans l'atmosphère. Je ne peux pas. Et je ne peux pas enrayer le changement climatique. Je peux le limiter. Mais le changement climatique, c'est parti, là. C'est trop tard maintenant. C'est déjà trop tard là-dessus. Donc on peut le limiter, on peut s'adapter, il y a encore des tas de choses à faire, bien sûr, mais ce n'est pas comme dans un rapport, si vous voulez, dans l'entreprise, où il y a la négociation possible entre capital, travail, au niveau de la question sociale. Avec la nature, on ne négocie pas. On ne négocie pas avec la nature, on ne peut pas modifier les lois naturelles. Les lois de recomposition des écosystèmes, etc., si je les détruis, je ne peux pas les recréer comme ça. Si les espèces disparaissent, je ne peux pas les recréer. J'ai beau avoir des milliards de dollars, je ne peux pas recréer des espèces disparues. Bon, de même d'ailleurs, qu'en même temps que la biodiversité disparaît, il y a aussi la sociodiversité qui disparaît. Les langues, le nombre de langues qui chaque année s'éteignent, parce que ce sont des peuples qui ne peuvent plus vivre du fait souvent du conflit qu'il y a entre leur mode de vie et des projets de développement ou de croissance absolument faramineux, notamment dans les pays du Sud, ça non plus, je ne peux pas le recréer. C'est en ce sens que c'est un peu plus qu'une crise, ou en tout cas, c'est une véritable crise de civilisation. Alors, face à cela, bien sûr, aujourd'hui, certains pensent que nous avons un nouveau gisement extraordinaire, la nature, et que, avec une économie verte, nous pourrions à la fois retrouver la croissance, une croissance verte, et en même temps lutter contre la pauvreté. Alors, c'est ce que je vais essayer maintenant de traiter.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette économie verte? Économie verte, c'est employé le plus souvent en même temps que croissance verte. A priori, quand j'entends économie verte, je me dis c'est bien. Hein, c'est mieux que l'économie noire ou brune, enfin que l'économie polluante. Économie verte, ça évoque une économie propre. Bon, donc, évidemment que c'est quelque chose qui nous satisfait au niveau de l'esprit. Mais, je dis mais tout de suite, en fait, il y a deux manières de voir l'économie verte. Je vais liquider la première manière parce que ce n'est pas celle-là qui prévaut aujourd'hui. Il y a deux manières de la voir. Il y a une manière de concevoir les liens entre écologie et économie, et donc de concevoir une économie verte ou une société verte, ou bien une société durable, comme on veut. On peut le concevoir selon ce qu'on appelle la bioéconomie. Je sais, parce qu'on me l'a rappelé pendant le repas, que René Passé, qui est toujours bien sûr vivant, René Passé, qui est venu faire une conférence ici, qui était le premier président du conseil scientifique d'Attac, et c'est lui qui a introduit en France la notion de bioéconomie, qui consiste à dire que l'économie est un sous-système de la société, hein, c'est des cercles, hein, il y a l'économie, c'est un sous-système de la société qui elle-même est un sous-système de quelque chose qui l'englobe, qui s'appelle la biosphère. L'économie n'est pas autonome, et donc elle doit obéir à des contraintes qui sont des contraintes sociales et qui sont des contraintes écologiques. Elle ne peut pas être conçue selon la bioéconomie, elle ne peut pas être conçue comme le système dominant. Ça, c'est une vision de l'économie verte qui consisterait à dire que les choix économiques sont bien sûr à effectuer en fonction de choix sociaux, de choix politiques et des contraintes écologiques, je l'ai dit, qui sont innégociables. Bon. Et là, ça, c'est une forme d'économie verte, celle peut-être avec laquelle nous pourrions adhérer sans trop de problèmes. L'économie verte, telle qu'elle est pensée aujourd'hui dans les institutions internationales, c'est ça qui est grave. C'est dans les institutions internationales, c'est pas simplement dans les grandes entreprises. Dans les institutions internationales, ce n'est pas ça. Je vais vous montrer que cette économie verte, telle qu'elle est conçue au niveau de l'ONU, de l'OCDE, de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui a écrit bien sûr son rapport là-dessus, ce n'est plus ça. C'est les cercles concentriques s'inversent. On a l'économie, qui est le grand cercle, qui absorbe à la fois les sociétés et la biosphère. Ça veut dire que la société est au service de l'économie, et non plus l'économie au service de la société. C'est toute la société qui est mobilisée pour servir l'économie, pour servir l'enrichissement, pour servir le profit, pour servir la croissance, l'expansion, etc. C'est mobilisation générale, c'est ça le néolibéralisme. C'est mobilisation générale de toute la société pour servir l'économie. L'économie, c'est le grand cercle. Et ensuite, il y a le petit cercle, il y a la société et la nature. Je ne sais même pas si, souvent ça n'existe même pas. En tout cas, c'est englobé dans le cercle de l'économie. Et donc là, c'est l'économie verte, version ONU. Alors, je fais un petit détour là pour vous expliquer un peu sur quelle théorie économique ça repose. Parce que c'est en même temps, et c'est ça qui est terrible dans les textes de l'ONU, quand on lit les 100 premières pages, c'est formidable, parce qu'au niveau du constat de la situation, c'est impeccable. Ils ont accès à tous les rapports scientifiques, ils ont accès à tout, donc c'est impeccable au niveau des constats. Et ensuite, c'est l'impuissance. Et l'ONU le dit elle-même, du fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour des traités internationaux, eh bien, du fait qu'on n'arrive pas à prendre des décisions politiques, eh bien, il faut que ce soit l'économie qui règle le problème. C'est ça la difficulté, la contradiction terrible, parce que quand on voit quand même que les Nations Unies, c'est un organe politique, les Nations Unies, hein, nous, peuple de la Terre, bon, ça a été oublié, la Charte des Nations Unies depuis longtemps, qu'elles mettent en tête hein, de son agenda
pour 2012 à Rio l'économie verte, mais les Nations Unies, ce n'est pas le MEDEF international. Les Nations Unies, normalement pour les Nations Unies, l'économie est un moyen, ce n'est pas un objectif. C'est une institution politique, les Nations Unies. Donc vous imaginez qu'à Rio 2012, on a eu, comme jamais dans les Nations Unies, on a eu une présence des lobbies industriels et financiers qui, de fait, étaient invités, parce que l'économie verte, c'est qui? Ce n'est pas les citoyens, ce sont les grandes entreprises qui sont sollicitées pour mettre en œuvre l'économie verte. Donc, elles étaient au cœur des négociations, au cœur, pas à côté, dedans. Il y avait des sortes de grands lobbies, bon, je vous passe les noms, dont un surtout, le Global Compact, il s'appelle, ils avaient 1500 représentants dans les négociations. Ils étaient ravis. Moi, je les ai suivis à peu près. J'ai suivi toutes leurs réunions. J'avais un badge qui me permettait de rentrer partout. Donc, je me suis permis de les suivre. Et je suis allé à leur bilan. Ils disaient, mais ça y est, nous y sommes arrivés. Jusqu'ici, on était relégués dans des événements, ça s'appelle side events, des événements un peu parallèles. Là, nous avons été au cœur des négociations. Et dans la déclaration finale de Rio +20, le Global Compact est cité comme un partenaire. Le Global Compact, c'est toutes les plus grandes multinationales du monde. Ils étaient assis à la table des négociations. C'est pas étonnant. L'économie verte, encore une fois, c'est pas des ONG, c'est pas qui vont porter l'économie verte. On n'a pas les moyens, nous, de faire de l'économie verte. C'est pas les citoyens non plus, et c'est pas non plus les États. Bien, donc, cette économie verte-là, portée par les entreprises, alors, donc je disais, au niveau des fonctionnaires de l'ONU, etc., bon, ils voient bien le problème, ils le voient bien, mais ils disent, regardez, on n'y arrive pas au niveau des États, c'est la démission du politique, donc, dernière chance, on va faire l'économie verte. Bon. Et je voudrais montrer les dangers. Alors, d'où ça vient, cette idée d'économie verte? Et ça traverse tous les textes. C'est l'idée que, finalement, si on a une crise écologique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments de la nature qui sont gratuits. Et que, face à des choses gratuites, il y a toujours du gaspillage. Ça, c'est toute la vision néolibérale qui consiste à dire que pour que quelque chose soit bien géré, il faut que ce soit privé et payant. Là, c'est bien géré. Tout ce qui est commun et gratuit, c'est gaspillé. Or, comme les ressources naturelles deviennent de plus en plus rares, elles s'épuisent, les non renouvelables, elles s'épuisent. Il est urgent de mettre des droits de propriété privée sur ces ressources naturelles de façon à les gérer correctement. Il y a eu un article terrible, bon, qu'on étudie dans les cours d'économie, enfin pas tout le monde, dans les cours d'économie un peu alternatifs, disons, on informe les étudiants, on les éduque au maximum. Un article qui a été très très important aux États-Unis, de quelqu'un qui s'appelle Garrett Hardin, bon, on en parle dans le livre, qui a écrit un article qui a fait dans la revue Science quand même, c'est-à-dire une revue scientifique internationale, le top de la revue. Il a écrit un article qui s'appelle « La tragédie des communs », où il montre que lorsqu'on laisse des ressources en gestion commune, du fait qu'il y a gratuité et qu'il y a libre accès à ces ressources, systématiquement c'est gaspillé. Et donc il dit la tragédie des communs, c'est que si on ne met pas des droits de propriété, si on ne met pas un prix sur toutes ces ressources, eh bien on aura la disparition des communs. Il se posait même comme écologiste, il disait, il était soucieux de la disparition possible de certaines ressources. Et il disait, la solution la plus efficiente pour vraiment gérer ces ressources, c'est des droits de propriété privée et des prix, et le mécanisme de marché. Évidemment, quand toutes ces coalitions néolibérales sont arrivées au pouvoir, vous imaginez que ce type de théorie a été extrêmement repris. Et souvent, je dis, c'est le cœur du néolibéralisme, d'avoir tué tout ce que nous avions construit qui était des communs, aussi bien des communs sociaux, tous les systèmes de protection sociale, c'est des communs, c'était des communs aussi. Toutes ces institutions que les sociétés s'étaient données
pour permettre un vivre ensemble, pour permettre un sentiment de partage d'un monde commun, eh bien ceci a été systématiquement détruit par toutes ces politiques néolibérales, la concurrence, le refus de l'institution, la mise en place, la valorisation de l'individu tout-puissant, auto-entrepreneur de lui-même, qui gère son capital retraite, qui gère son capital santé, son capital éducation, qui est conçu comme une entreprise. Ça, c'est le néolibéralisme. Eh bien là aussi, maintenant, c'est la nature qui va être considérée comme une entreprise. Et c'est dit comme tel. La nature, c'est du capital, c'est un capital naturel. Nous sommes du capital humain qui gérons notre portefeuille financier, notre portefeuille éducation, retraite, etc., avec tous les processus de privatisation qu'il y a eu ou qu'ils ont tenté de faire, parce que quand même, notamment en France, bon, on a réussi, je pense, quand même, à garder même s'il y a eu des attaques, malgré tout, il reste un système encore de retraite par répartition. On n'est pas en Angleterre où c'est uniquement la capitalisation. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Bon, mais ça a été obtenu par des résistances. Ça n'a pas été. Il y a eu la tentation, évidemment, tentative de briser ça. Et maintenant, donc, c'est la nature. L'idée que la nature, donc, c'est du capital. C'est un capital extraordinaire qui travaille tout seul, qui produit ce qu'on appelle, alors c'est la nouvelle notion, qui produit des services écosystémiques. C'est la nouvelle notion, qui existe depuis maintenant 5 ou 6 ans quand même. Elle produit des services écosystémiques de manière totalement abondante et de manière gratuite. La nature est capable de capter le carbone que nous émettons en trop grande quantité. Les forêts captent le carbone, c'est un service qu'elles nous rendent. Les océans captent le carbone, c'est un service qu'ils nous rendent. Le plancton capte du carbone qu'on va évaluer sur un marché, et donc on aura la valeur du plancton qui capte le carbone. La nature sait purifier l'eau aussi, il y a tout un circuit de l'eau qui fait qu'il y a un processus de purification de l'eau. La nature est capable de retraiter des déchets. Elle est capable de nous alimenter, puisque c'est tous les effets de la pollinisation, par exemple, qui se font. Tout ça, c'est gratuit. Les abeilles, elles ne se font pas payer, il n'y a pas un guichet où elles se font payer. Donc on a une quantité immense de services écosystémiques qui aujourd'hui tendent à être dégradés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de prix, parce qu'ils sont gratuits. Comme ils sont gratuits, on ne fait pas du tout attention, on n'en prend pas soin. Et donc, il s'agit de mettre un prix, du coup, c'est le titre de notre livre, La nature n'a pas de prix, pour enrayer la dégradation écologique, pour pouvoir arriver à un équilibre des écosystèmes. Il faut que ces écosystèmes soient gérés par les principes du marché. Parce que seul le marché permet l'équilibre. Là, on a une vision totalement néolibérale de la nature. Et ça, c'est exposé vraiment de manière très très précise dans ces différents rapports, notamment le rapport de l'ONU. Et à ce propos, on a un changement complet de vision de la Terre qui est en train de s'opérer. Pendant très longtemps, nous, surtout occidentaux, nous avons considéré la Terre comme un objet mort, pas du tout vivante, un objet mort dans lequel on puisait des ressources, un stock. Nous l'avons envisagé comme un stock de ressources dans lequel on pouvait puiser à l'infini et sur laquelle on pouvait rejeter nos déchets. En plus, elle retraitait en partie les déchets. Bon, donc tout va bien tant que la Terre a été capable d'absorber tous les déchets que nous mettions sur sa surface. Bien. Donc ça, c'est la vision traditionnelle de la nature. La nature, un objet mort, à notre disposition, on puise et on rejette. Là, il y a un changement qui s'opère. La nature, ce n'est pas simplement un stock de ressources. C'est un flux de services qui se renouvelle tout le temps. Et ce flux, c'est très lié aussi à tout l'aspect de la financiarisation. La finance aussi, c'est un flux, c'est plus l'économie réelle, les stocks, la matière. La finance, c'est des flux financiers qui circulent sur le globe, qui ne sont pas du tout enracinés. La nature, ce sont des flux aussi, des flux de services qui se renouvellent tout le temps et qu'il va s'agir de valoriser.
Alors, avec un discours en plus extrêmement, en apparence, généreux, puisque dans les pays développés, nous avons très largement détruit déjà les écosystèmes, très très largement détruits. En revanche, les pays riches aujourd'hui, très riches en biodiversité, dont les écosystèmes sont encore porteurs de beaucoup de choses, c'est les pays du Sud. C'est des pays d'Afrique, des pays d'Amérique latine, des pays d'Inde, qui ont encore des écosystèmes extrêmement riches, une très grande biodiversité, une très grande biomasse. Et donc, l'argument, c'est pour ça que j'avais titré « Est-ce que c'est un Eldorado pour lutter contre la pauvreté ?» Un des arguments des Nations Unies, c'est de dire l'économie verte va profiter aux pays du Sud qui vont pouvoir valoriser toute cette nature qu'ils ont, cette biodiversité qu'ils ont, ils vont pouvoir la valoriser et ainsi, ils vont pouvoir enclencher un processus de développement. Et ça, c'est un argument très fort qui a été mis en avant et certains pays du Sud, bien entendu, ont bien l'intention, évidemment, de faire ça. Je prends le cas du Brésil. Le cas du Brésil, où c'est vraiment, je peux dire parfois un crève-cœur. C'est vrai que le gouvernement de Lula, ou bien le gouvernement actuellement de Dilma Rousseff, sont des gouvernements progressistes. Ils ont fait beaucoup en termes de redistribution sociale. Je crois que c'est indéniable. Il y a une diminution de la pauvreté, de la grande pauvreté en tout cas. C'est visible à l'œil nu, ça se voit, mais c'est au prix d'une destruction des écosystèmes sans précédent. Destruction de la forêt amazonienne, construction de grands barrages, forage du pétrole maintenant, agrocarburants. C'est terrible au Brésil. Des millions d'hectares recouvertes d'agrocarburants, c'est-à-dire production d'énergie pour les voitures par la terre. Agrocarburants, je pense, excusez-moi, j'ai oublié, je pensais, ah oui, et le soja OGM quand même, qui recouvre une grande partie de... Donc, c'est un développement sans doute très fort, indéniable, et avec une redistribution sociale, c'est indéniable. Il y a une redistribution sociale, mais on peut se poser des questions sur le moyen terme. Parce que les ressources qui sont détruites, naturelles, elles ne pourront pas être reconstituées. Une fois qu'elles sont détruites, elles sont détruites. Une fois que la forêt amazonienne, ils l'auront toute bousillée, ils ne la reconstruiront pas, ce sera le Sahara. Ce ne sera plus la forêt amazonienne. Et donc, c'est, en tout cas, sans doute, il y a un processus de développement, mais qui n'est pas durable. Bon, et là, il y a des conflits très forts au Brésil, si vous voulez, parce que... Enfin, des conflits, peut-être moins qu'ici. Mais enfin, quand même, si vous voulez, le gouvernement brésilien justifie ces grands projets de barrages, de tout ce qu'on veut, de forage de pétrole, etc. Il le justifie par rapport à la pauvreté, en disant c'est le seul moyen pour faire diminuer la pauvreté. Bon, bref, on connaît ce type de discours. Et donc le Brésil, bien sûr, qui était le pays d'accueil à Rio en 2012, a énormément poussé pour cette économie verte-là, qui est l'économie verte de l'ONU, pas l'économie verte du type bioéconomie, d'une économie qui est réinscrite dans la biosphère, etc. Bien. Et donc, se développent deux grands types de marchés. Je répondrai aux questions si vous le souhaitez après. Deux grands types de marchés. Les marchés du carbone, au niveau européen. Les marchés on distribue des droits de propriété, finalement, des droits à polluer, donc les marchés du carbone et les marchés de la biodiversité. Par exemple, puisqu'on parle beaucoup de Notre-Dame-des-Landes en ce moment, vous savez que la construction de cet aéroport sur plus de 2000 hectares se réalise sur une zone humide. Donc il y a une protection des zones humides. Je sais qu'il y a dans le Tarn aussi des zones humides. Donc c'est protection des zones humides, mais c'est une zone dans laquelle il y a une biodiversité extraordinaire. Et l'entreprise Vinci, qui serait, si le projet se réalise, le constructeur, doit, c'est les lois de Grenelle quand même, doit payer une compensation biodiversité.
C'est-à-dire qu'il y a, mais ils sont en train de le discuter bien sûr, il y a eu un bilan biodiversité sur la zone. Et encore une fois, c'est très pervers, c'est-à-dire qu'on décide qu'on détruit la biodiversité et on va la compenser par ailleurs. C'est-à-dire que Vinci va acheter des crédits biodiversité, y compris Vinci pourra gagner des crédits biodiversité s'il sauve un perroquet ou je ne sais quoi quelque part, ou s'il recrée quelque chose. Donc il y a ce principe de compensation monétaire. Et c'est ça qui est extrêmement pervers dans cette économie verte, parce que je pense qu'on le comprend très bien pour la biodiversité. On ne peut pas, malgré toute notre puissance, etc., on ne peut pas recréer des écosystèmes. Actuellement, ils sont en train de déménager sur Notre-Dame-des-Landes, ils déménagent des tritons. Ils ne déménagent pas seulement les personnes, hein, ils déménagent des tritons qui sont des... C'est une espèce de triton qu'il n'y a que dans cette région-là, pour les amener ailleurs. Les tritons, ils ne vivront pas ailleurs. Parce que ce n'est pas un triton, c'est un ensemble. L'écosystème, hein, c'est un système de... S'ils se sont acclimatés là, c'est qu'il y avait des conditions particulières qui ont fait qu'ils se sont acclimatés là. Mais ça, c'est notre vision réductionniste, occidentale, réductionniste, qui consiste à réduire tous les phénomènes, à réduire la biodiversité à un élément et à mettre un prix sur chaque élément, comme si chaque élément était indépendant l'un de l'autre. Bon, voilà le truc. Il faut que je me dépêche, je vois, pour laisser de la place pour le débat. Autre chose concernant l'économie verte, il y a deux autres choses que je voudrais vous dire. C'est qu'à l'intérieur de cette économie verte, il y a aussi des projets qui ne sont pas des projets pour le futur, qui ont déjà commencé pour certains, en tout cas au niveau de l'expérimentation. Il y a des projets de ce qu'on appelle du géo-engineering, c'est-à-dire des projets de modification globale de la planète pour l'adapter aux changements à venir. Ce sont des milliards de dollars qui sont investis aujourd'hui par des grands groupes industriels et financiers dans ces projets-là. Il y en a un qui est déjà très bien avancé, c'est l'idée, je ne peux pas le détailler là, mais d'ensemencer les océans avec de la limaille de fer. Ceci permet au plancton d'accroître considérablement sa capacité à capter le carbone. Parce que la grande peur aussi, c'est que les océans se réchauffant, ils ne captent plus le carbone et qu'ils le rejettent. C'est ça la difficulté. Et là, c'est le jour où les océans rejettent le carbone, là on est dans un phénomène d'emballement climatique. Bien, d'autres projets aussi, de envoyer dans l'atmosphère des sortes de petites cellules qui se déplieraient et qui feraient une sorte de parasol, si vous voulez, sur la Terre pour nous protéger du rayonnement solaire, pour se protéger des sécheresses, etc. etc. Parce que quand même, on anticipe des crises alimentaires très graves, bon, etc., etc. Il y a un rapport de la Banque mondiale là, qui vient de sortir. La Banque mondiale, ce ne sont pas des... Ils ont mis longtemps pour enclencher sur le changement climatique, où ils prévoient une augmentation de plus 4 degrés d'ici 2050. Bon, et que donc, ils préconisent des mesures rapide quand même. Mais les mesures, c'est ce type de mesures. Ce n'est pas la bifurcation du modèle de développement. Ce n'est pas le changement de société, c'est la technique. On va s'en sortir par la technique. Que ce soit la technique financière, les marchés du carbone, le marché biodiversité. Là. Et il y a une autre technique qui est plus micro, c'est de la micro-ingénierie. La crise énergétique est telle aujourd'hui qu'on sait que si on veut garder le même niveau de consommation d'énergie par habitant, la consommation d'énergie d'un Européen moyen, il faut qu'on trouve d'autres sources d'énergie. Parce que dans cette économie verte-là, on ne parle pas de sobriété. Ce n'est pas à l'ordre du jour, évidemment. Donc il faut trouver d'autres sources d'énergie. Il y a bien sûr les hydrocarbures non conventionnels, le pétrole, des sables bitumineux, etc., les gaz de schiste, regardez l'offensive, mais il y a autre chose, il y a aussi toute la biomasse, ce qu'on appelle la biomasse. C'est-à-dire tous ces végétaux, si vous voulez, que reproduit gratuitement aussi la nature, tout ce plancton, etc., à partir desquels on peut faire du carburant. Les agrocarburants,
c'est un début simplement de tout ce qu'on peut faire avec tous ces végétaux qui sont sur la Terre. Et comme quand même on craint de ne pas avoir assez de biomasse, aujourd'hui, il y a énormément de recherches qui se font en biologie synthétique, c'est-à-dire une biologie qui permettrait de recréer la biomasse et qui nous permettrait ainsi de produire l'énergie dont nous avons besoin si nous ne changeons pas nos méthodes de production et de consommation. Voilà à peu près ce qu'est l'économie verte. Alors je vais conclure, tant pis, je saute un petit peu. Je vais conclure pour dire que face à cela, partout dans le monde, et c'est assez impressionnant, à Rio c'était impressionnant, mais ailleurs aussi, regardons ce qui se passe en France, il y a une conscience qui est en train de se lever, que quelque chose ne va plus, et qu'on ne peut plus poursuivre un modèle qui déjà nous mène droit dans le mur. Bon, certaines disent qu'on est déjà dans le mur. Bon, on va prendre la position optimiste que nous n'avons pas encore atteint le mur et qu'il faut faire marche arrière. Bon, pas marche arrière, hein. Je ne crois pas, parce que c'est pas marche arrière, hein, c'est demi-tour ou prendre un autre sentier, plutôt, pas marche arrière. Parce que c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'on veut faire marche arrière. Hein, c'est pas. Je crois quand même que la marche arrière, c'est pas nous. Hein, j'entendais 4 millions de personnes en France n'arrivent pas à payer la facture énergétique. 2012. Ça veut dire que le droit à l'énergie, même dans un pays riche comme la France, n'existe pas. L'énergie, c'est la vie quand même. Le droit à l'énergie, c'est un droit fondamental pour la personne humaine, d'avoir accès à de l'énergie. Bon, eh bien, 4 millions de personnes aujourd'hui sont en précarité énergétique. J'ai vu l'INSEE l'an dernier, un ménage sur 2 en France a réduit le chauffage parce qu'ils ne peuvent pas payer la facture. Alors, chez certains qui réduisent le chauffage, c'est pas très grave, hein, mais d'autres. Hein, donc là, on est vraiment, c'est pas nous qui allons en arrière, c'est le système aujourd'hui qui est dans une régression. Nous vivons une régression. Hein, il n'y a pas le progrès de l'histoire, c'est pas vrai. Nous vivons une véritable régression. Et donc, nous n'avons pas peur de dire, de donner nos propositions qui ne sont pas un retour en arrière, mais qui sont une bifurcation. Donc, je voulais dire qu'il y a beaucoup de résistance dans le monde. L'idée que l'écologie est une question de riches, et de riches parmi les riches, cet argument-là, je pense et j'espère qu'il ne prend plus. Parce que je l'ai dit au début, hein, les plus riches n'ont pas de très très gros soucis hein, de conditions de travail avec les problèmes d'amiante. Regardez l'amiante. Qui a été touché par les problèmes de l'amiante? Ce sont les ouvriers. Hein. Ce sont des catégories populaires qui ont été touchées par la question de l'amiante, qui ont été exposées. Qui est exposé aux produits dangereux aujourd'hui? Qui se nourrit comme il peut avec OGM ou je ne sais quoi, ou tous les produits toxiques? Hein, c'est ceux qui sont contraints hein, d'utiliser tout un système de commerce low cost hein, et de produits low cost à tous les niveaux. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein, si c'est low cost, hein, ça veut dire que si les coûts sont bas, ça veut dire qu'on a mal payé le travail et qu'on a utilisé des ressources à très bas prix. Hein, donc, il ne faut pas attendre de la qualité du low cost. Donc, des résistances partout dans le monde, peut-être plus fortes encore dans les pays du Sud. Parce que le fait que les écosystèmes soient dégradés dans les pays du Sud, ça veut dire que c'est la condition de vie de millions, milliards presque, de personnes qui sont atteintes. Nous, quand quand on abîme les zones humides, quand on détruit, quand on pollue une nappe phréatique, nous avons des systèmes techniques qui nous purifient l'eau. Dans beaucoup de pays du Sud, la destruction des écosystèmes, les pollutions des écosystèmes font que les gens dépendent de ces écosystèmes pour leur vie quotidienne. Et donc, c'est une menace beaucoup plus grande, bien entendu, pour les plus pauvres. On sait aussi que ce sont les pays aujourd'hui les plus pauvres qui subissent déjà les effets du changement climatique. Le problème des sécheresses, le problème des inondations. Le Bangladesh est dans une situation terrible parce que les terres les plus fertiles sont régulièrement inondées du fait de la montée des eaux. Et ça va perdurer. Alors, un petit espoir, quand même si ça paraît peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais un petit espoir, c'est qu'aux États-Unis, quand même, ils sont, après avoir nié le changement climatique, après avoir payé
des chercheurs, des thèses, soi-disant. C'était Exxon qui payait les thèses, en particulier, tous ces grands groupes pétroliers, pour nier le changement climatique. Bush n'y croyait pas. Bon. Là, quand même, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aux États-Unis pour dire attention, ça commence à nous coûter cher. Hein, même si le lien n'est pas complètement fait, ils se retrouvent dans une situation avec une sécheresse terrible aux États-Unis. Ils ont même dû arrêter certaines productions d'agrocarburants. Sécheresse extrêmement importante, tous les phénomènes des ouragans. Donc ils commencent à penser que ça risque de coûter un peu cher cette affaire. Et l'économie américaine n'étant pas quand même au top niveau aujourd'hui de sa compétitivité, eh bien peut-être que là, si les pays les plus riches sont touchés, les pays les plus puissants sont touchés, le jour où Manhattan sera sous l'eau, peut-être que tant que c'est le Bangladesh qui est sous l'eau, ma foi, c'est pas très grave. Le jour où ce sera Manhattan, avec, pourquoi pas, la bourse qui soit sous l'eau, eh bien là, je pense qu'on commencera à raisonner peut-être un peu de manière différente. En tout cas, les négationnistes, c'est vrai, aux États-Unis, ont considérablement reculé depuis 1 an ou 2. Ils sont encore là. Hein. Bon, en France, nous en avons quelques spécimens. Mais ce que je conclus en disant que, sans doute, nous vivons une situation inédite qu'aucune génération avant nous ne s'était posée. Aucune. Ils avaient des intuitions. On retrouve aujourd'hui des choses qu'on avait oubliées du XIXe siècle. On retrouve beaucoup de textes de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle, où il y avait des inquiétudes sur le climat. C'est une époque où on a beaucoup déforesté en France. Et il y avait beaucoup d'inquiétudes parce que les gens constataient sur un plan local comment la suppression de la forêt modifie le climat. Des inquiétudes aussi sur l'extraction des ressources en disant mais si on extrait tout, après comment on va faire? Il n'y en aura plus. Début XIXe siècle. Il y a eu beaucoup de textes sur le climat en particulier et la forêt. Ensuite, fin XIXe siècle, là ça a été toute la période, je peux dire, scientiste, qui a consisté à dire il n'y a pas de problème, la science nous réglera tous les problèmes, la science et la technique nous régleront tout ça, on y arrivera, il y aura toujours une solution technique. Et dans la science économique, c'est ce qu'on a toujours dit, il y a toujours une solution. Il n'y a plus de pétrole, c'est pas grave, on mettra des gaz de schiste. Il y aura plus de gaz de schiste, je ne sais pas ce qu'on fera, on trouvera sûrement autre chose, avec la biologie synthétique, on fera de la biomasse artificielle et on fera des carburants artificiels à partir... Bon, il y a toujours la solution technique. Donc, nous sommes dans une situation inédite parce que, et contrairement au XIXe siècle, le dérèglement est global à l'échelle de la planète. Et il est global parce qu'il est à la fois économique, financier, social, écologique et, j'ajoute, démocratique. Donc un dérèglement global et c'est là la situation inédite. Tout ce que je dis là, je peux le dire parce que c'est attesté aujourd'hui par des travaux scientifiques. Nous savons. Nous ne voulons pas croire obligatoirement tout ce que nous savons, c'est difficile. C'est difficile de savoir comment agir par rapport à ce que nous savons, mais nous savons. Et donc c'est vrai que nous sommes des générations qui avons des responsabilités éthiques et politiques très grandes. Situation inédite, ça veut dire aussi des discours inédits. Sans doute, il faut qu'on revoie nos manières de penser le monde, nos manières de penser la solidarité, nos manières de penser les sociétés. Et dans tous les cas, nous ne pouvons plus penser la solidarité uniquement en termes de solidarité entre les humains. Il faut qu'il y ait une solidarité entre les humains, mais il faut aussi retisser des liens différents avec la nature. On ne peut pas se vivre comme maître et possesseur de la nature, comme tout-puissant par rapport à la nature. Nous ne pouvons pas, parce que il y a des lois de fonctionnement de la nature sur lesquelles nous ne pouvons rien. Absolument rien. Nous pouvons simplement, et c'est notre liberté, nous pouvons les connaître, nous devons les connaître de plus en plus, nous devons affiner nos recherches, affiner nos savoirs, nous devons financer la recherche là-dessus et agir en conséquence.
Souvent, je prends l'exemple, nous nous arrêtons au feu rouge, tous. Nous ne vivons pas ça comme une atteinte à la liberté profonde. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi que nous acceptions un certain nombre de réglementations qui sont la condition du vivre ensemble. Si on ne s'arrête pas au feu rouge, il n'y a plus de circulation possible. Et si on s'arrête au feu rouge, ma foi, ce n'est pas un drame. De liberté individuelle, ça c'est la conception ultralibérale de la liberté. La liberté, c'est faire ce qu'on veut. Non. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. Bon, voilà que je conclue peut-être là-dessus. Et souvent, j'annonce en conclusion, je pense qu'il faut repenser l'humanisme. L'humanisme est en crise aujourd'hui, terrible. Terrible. Puisque même on recrée du vivant, on a privatisé le vivant, on a découpé le vivant en morceaux, on a mis des droits de propriété sur le vivant, il y a des marchés du vivant. Pour moi, c'est une crise de l'humanisme, très très grave. Comment penser que le vivant aujourd'hui est devenu une ressource ? On n'est plus dans l'humanisme tel qu'il a été pensé. Et donc je crois qu'il faut aussi, dans cette crise de civilisation, repenser l'humanisme et y intégrer le fait que nous sommes des humains, avec toute notre liberté d'humain, mais que nous sommes en même temps, nous partageons quand même une condition naturelle et que nous ne pouvons pas nous en extraire. Voilà, là je conclus vraiment. Je vous remercie. Je propose que vous ajoutiez à vos documents le discours du président directeur général des États-Unis d'Europe, sorti de Mégalopolis, une œuvre qui doit dater des années 70. Je ne vais pas vous dire tout, mais il y en a au moins 2 choses que j'ai trouvées fort belles. Tout ce qui est libre est à vendre, et la taxe sur l'air respirable. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Comment se fait-il que les partis les plus progressistes continuent à fonctionner sur des indices quantitatifs de croissance hérités de l'école économique soviétique des années 20 et n'aient pas adopté dans leur gestion les indices de développement humain et des critères écologiques, mais au moins les indices de développement humain qui sont présents par l'ONU depuis quand même plusieurs décennies. Bon, c'est vrai que, mais je pense qu'il y a des choses qui bougent quand même, de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que la gauche en général, dans toutes ses composantes, y compris les composantes les plus radicales, a été pendant très longtemps, et toujours pour une partie d'entre elles, productiviste. Si, toute la gauche. Citez-moi des exemples. De la gauche, je parle de la gauche était productiviste. Elle pensait... oui, je suis d'accord. Oui, mais attendez, la question c'est pourquoi elle ne l'est plus depuis quelque temps. Or, depuis 1 siècle et demi, elle était productiviste. Donc on ne l'efface pas comme ça, c'est compliqué. Mais en plus, ça partait d'une chose juste. Il y avait quand même la croyance que la croissance était nécessaire pour la justice sociale, qu'il fallait faire grossir le gâteau pour pouvoir bien le partager. Et la gauche, dans toutes ses composantes, je peux le dire, n'a jamais regardé la recette du gâteau. Il suffisait que le gâteau grossisse. Plus il était gros, plus on était content, parce qu'on pouvait mieux partager. Alors c'est surtout la gauche social-démocrate qui était dans cette perspective-là. Faire augmenter le gâteau pour la justice sociale. La recette du gâteau, encore une fois, jamais discutée. Alors il est vrai que depuis quelques années, et c'est l'espoir qu'on peut avoir, il y a des débats dans certains courants de la gauche extrêmement importants, et avec une remise en cause du productivisme, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Mais tous ensemble, c'est pas, il ne s'agit pas de jeter la pierre. Là, et l'abandon de la croissance, parce que bon, là, je ne sais pas, bon, on n'a pas le temps d'en discuter, mais l'idée qu'on ne peut plus poser les questions en termes de croissance, je peux vous dire que, y compris dans une gauche qui ne se dit pas productiviste, ça passe pas, ça. Ça ne passe pas. Parce qu'on continue à penser qu'il faut de la croissance pour créer des emplois.
et pour de la justice sociale, alors qu'on sait aujourd'hui que cette croissance-là, elle détruit des emplois. Elle ne crée plus d'emplois. Elle a créé des emplois, la croissance. Elle ne crée plus d'emplois. Elle détruit des emplois. Pour croître, il faut détruire, aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un monde qui est fini. Dans ce monde fini, il n'y a plus de continent à découvrir. Pendant tout le 19e, 16e siècle, ça a été le Nouveau Monde, il y avait encore des terres à découvrir, des continents à découvrir. Il n'y a plus aucun continent à découvrir. Éventuellement du pétrole sous l'Arctique, extrêmement difficile à extraire, très coûteux, malgré tout. Total vient de se retirer de toutes ces investigations. Donc, il y en a beaucoup, mais à un prix extrêmement élevé, à un coût élevé. Donc, il n'y a plus de continent à découvrir. Donc, dans un monde qui est fini, si on veut croître, pour croître, il faut détruire. Je ne peux plus croître par annexion ou par conquête, si vous voulez, de nouveaux espaces. Il n'y a pas de nouveaux espaces. Il n'y en a plus. Le seul continent qui reste à découvrir, il y a un 6e continent, c'est un continent de déchets, qui est au large d'Hawaï, qui est énorme. Ce sont des courants qui ont fait que les déchets des océans se retrouvent là. C'est le seul continent, il n'est pas très gai. Il n'y a pas de continent à découvrir. Alors que, encore même au XIXe siècle, c'est toutes les thèses de Rosa Luxembourg, etc. Le capitalisme s'est développé avec le colonialisme, avec l'impérialisme, avec la conquête de nouvelles terres, de nouvelles ressources et tout. Mais maintenant, c'est fini ça. Y compris ces pays du Sud, ils ne veulent plus maintenant, ils sont indépendants. Ils ne veulent plus nous donner les matières premières bon marché. C'est fini. Ils continuent. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. La Chine est en train de dire, nous avons des terres rares, les fameux métaux rares, les terres rares, dont on a besoin pour faire les éoliennes, pour faire les ordinateurs, pour faire tout ce qu'on veut. Et ces terres rares, on ne veut plus les exporter, on veut les garder pour nous. Ouais. Et ça, la grande période coloniale, c'est fini quand même. Il y a d'autres formes de colonisation. En revanche, la nature est colonisée. Ce que je vous ai décrit avec l'économie verte, c'est une nouvelle forme de colonialisme, c'est la colonisation de la nature. Et ça, c'est encore un continent à découvrir. Et surtout, l'infiniment petit. Oui, je voulais savoir si le dernier rapport du GIEC est sorti ou pas. Non. Alors, le prochain rapport du GIEC, c'est septembre 2013. On l'attend, ce rapport du GIEC, mais d'après ce qu'on sait, parce qu'il y a déjà quelques études qui ont filtré, ils reviennent complètement sur leur rapport de 2007, pour lequel les choses se sont aggravées, quoi. En gros, ce n'est pas très optimiste. Et d'ailleurs, le GIEC, pendant très longtemps, a été contre tous ces projets de géo-ingénierie. Contre. Il y a un moratoire international sur ces projets de géo-ingénierie. Le GIEC était contre. Et là, il y a eu une réunion du GIEC il y a 2 ou 3 mois sur la géo-ingénierie. Et certains du GIEC disent on ne va pas y arriver autrement, il faut modifier la planète. Comment ? Le transhumanisme, exactement. Ça merci, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est aussi la refabrication de l'homme. Je fais une remarque dans la continuité de ce que vous dites. À Notre-Dame-des-Landes, c'est au nom de l'emploi qu'il y a une partition de la gauche. Certains préconisent ça, parce que ça va créer des emplois, etc. Mais une question sur cette actualité de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez parlé tout à l'heure des compensations qui sont exigées à Vinci. Alors, je voulais vous demander, parce que il y a un partage, enfin, c'est en discussion. Une partie du collectif qui s'appelle la CIPA pense que c'est bien de faire entrer Vinci dans ce système de compensation parce qu'on va tellement lui demander que finalement il ne pourra pas suivre. Et d'autres pensent que c'est mettre un doigt dans l'engrenage. Est-ce que vous avez une idée sur la question ? J'ai 3 minutes, mais c'est toute la contradiction. Effectivement, les gens de la CIPA, une des premières associations sur Notre-Dame-des-Landes, pensent que c'est très bien cette histoire de compensation biodiversité parce que ça alourdit les coûts pour Vinci. Vinci qui est en train de négocier quand même la baisse. Bon, c'est vrai, il y a l'idée de faire payer. Et ça, là, je suis d'accord.
Le problème, c'est qu'on fasse payer des pollueurs, qu'on fasse payer des destructeurs. C'est pas ça qu'on dénonce ici. C'est la question, c'est comment est déterminé le prix. Comment est déterminé le prix? Aujourd'hui, dans l'économie verte, le prix est déterminé sur les marchés. En revanche, qu'il y ait un principe sous forme de taxe à payer, de manière à ce que pour les entreprises, que détruire représente un coût, nous ne sommes pas contre du tout dans le livre. Là, ce que nous discutons, c'est que ce prix, il est calculé sur un marché, où agissent des tas d'opérateurs financiers et qui n'ont rien à voir, si vous voulez, avec le processus. Alors, ils sont coincés, enfin, Notre-Dame-des-Landes, il y a les deux positions, qui consistent à dire, c'est bien que Vinci ait à payer pour la compensation biodiversité, bon, et d'autres qui disent, attention, si on commence à légitimer cette compensation biodiversité, ça veut dire que tout est compensable, qu'on peut détruire et on compensera ailleurs. Ce sont les contradictions dans lesquelles nous sommes tous, bien souvent au quotidien.